Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle petite vidéo de correction. Donc, cette fois-ci, on est toujours dans le chapitre 5, dispositifs, action en santé sur un territoire, lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins. Toujours dans le point 2, les dispositifs pour réduire les inégalités de santé et favoriser l'accès aux soins. Mais cette fois-ci, donc deuxième partie, on va plutôt s'intéresser au- à l'accès aux soins et à ses difficultés et aux dispositifs qui sont faits pour réduire les difficultés d'accès aux soins. Pour faire ce travail, je vous avais proposé un document qui est issu du journal Les Échos, pardon, qui se nommait L'accès aux soins, une préoccupation qui ne s'estompe pas, et qui faisait un peu un état des lieux sur les raisons pour lesquelles la population a de plus en plus de difficultés à accéder aux soins. La toute première raison, vous la connaissez très bien. C'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup étudié et vous voyez, ça vous permet de faire les liens avec les notions de première. C'est la désertification médicale. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on habite à Chaumont, eh bien, aller voir un spécialiste, on a intérêt d'être armé de patience et surtout d'un bon véhicule. C'est pas facile pour tout le monde. C'est même plutôt difficile pour une population plutôt vulnérable. Donc, ce premier obstacle pour accéder aux soins en France, eh bien, c'est la désertification médicale. Quand on est malade, mieux vaut habiter dans une grande ville plutôt qu'à la campagne. Le deuxième obstacle à l'accès aux soins, eh bien, on n'a de cesse d'en parler actuellement. C'est les difficultés économiques qui touchent de plus en plus de monde. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, le pouvoir d'achat, donc la capacité que l'on a chaque mois pour réaliser des achats du quotidien, ne fait que de diminuer. Ce qui fait que les personnes ont de plus en plus de choix à faire. Et par exemple, s'il faut choisir entre nourrir les enfants ou aller se soigner, vous comprendrez bien que pour beaucoup de familles, le choix est rapidement fait. Alors bien sûr, on a un système de protection sociale qui est performant, qui nous permet d'avoir une prise en charge en grande partie par l'assurance maladie de nos frais de santé. Mais il ne faut pas oublier déjà les frais annexes. On vient de parler des déserts médicaux. Quand par exemple vous devez aller voir un spécialiste à Dijon, eh bien il va falloir payer les frais de route, l'essence, le péage, le parking sur place. C'est pas rien. Et puis il y a aussi d'autres difficultés, notamment les personnes qui n'ont pas accès à la couverture santé universelle. Il existe encore quelques personnes, les personnes qui n'ont pas bénéficié du droit à l'asile ou des personnes simplement qui n'accèdent pas à leurs droits. Mais ça, on va le voir dans une seconde partie. Et puis le deuxième problème par rapport à ces difficultés économiques, c'est la possibilité des personnes de souscrire à une assurance complémentaire. Vous savez que l'assurance complémentaire, elle est volontaire, il faut cotiser, donc il faut la choisir, souscrire et payer tous les mois pour en bénéficier. Et les difficultés économiques qui touchent de plus en plus de personnes, et notamment les classes moyennes, font que de plus en plus de personnes ont des difficultés à souscrire à ces assurances complémentaires, et ainsi le reste à charge est de plus important pour la personne directement. Alors, dans cette deuxième activité, là, on travaille plus particulièrement sur les notions de renoncement aux soins et de non-recours aux soins. Alors, c'est vraiment deux notions qui sont légèrement différentes. On commence par le renoncement aux soins. Donc, dans le petit document que je vous avais proposé, vous aviez des éléments qui vous permettent de trouver une définition. La définition que je vous propose, donc, c'est que l'individu ne recourt pas aux soins ou abandonne des soins de manière volontaire ou choisie, alors même que son état de santé nécessite une prise en charge. Ce renoncement est dû à l'absence de professionnels à proximité ou à l'absence de possibilités financières. Alors, on est bien clair, quand on renonce aux soins, on fait bien le lien avec l'activité d'avant.
Ça veut dire que soit on ne trouve pas de professionnel ou la désertification médicale présente un vrai problème, soit il y a une difficulté financière. Et dans ce cas-là, c'est la personne elle-même qui va décider, et là j'insiste bien sur cette notion de décision, hein, c'est la personne, elle fait le choix de se passer de soins. Donc c'est ce qu'on appelle le renoncement aux soins. Je ne peux pas, je ne me fais pas soigner. Alors, le non-recours aux soins, c'est un peu différent. D'abord, le non-recours, qu'est-ce que c'est? Non-recourir, ça veut dire qu'on a le droit à quelque chose. Par exemple, on a le droit à accéder à des soins, mais on a aussi droit à la protection sociale. Et en fait, on n'accède pas à ce droit, on n'en bénéficie pas. Par exemple, on n'ouvre pas ses droits à l'assurance maladie. Donc, si vous n'ouvrez pas vos droits à l'assurance maladie, automatiquement, vous n'avez pas de prise en charge de vos frais de santé. Ça, c'est une forme de non-recours. Mais c'est aussi ne pas recourir tout simplement au système de santé. Donc, le non-recours aux soins, c'est quand vraiment on refuse l'ensemble des soins. Et pour cela, il y a tout un tas de raisons qu'on va observer après dans le dernier tableau. Mais on va d'abord voir dans la diapositive suivante la différence entre le renoncement aux soins et le non-recours aux soins. Alors on a vu que le non-recours aux soins, c'est de ne pas bénéficier du système de soins ou de santé. Et on a vu aussi que le renoncement, eh bien, c'est se dire non, je ne me fais pas soigner parce que j'ai des difficultés et que je fais le choix de renoncer aux soins. On peut donc dire que le renoncement aux soins est une partie du non-recours aux soins. Ça veut dire que le non-recours aux soins a vraiment un grand nombre de raisons. On va les étudier juste après dans le tableau. Mais voilà, le lien qu'il y a entre les deux, c'est que le renoncement aux soins fait partie du non-recours aux soins, mais n'en est pas la totalité. Première raison de non-recours aux soins, c'est la non-perception du besoin de soins. Alors ça s'explique par deux raisons. La première, c'est le déni. Je ne suis pas malade, je ne me sens pas malade, je n'ai rien. Ça arrive chez certaines personnes qui ont vraiment peur d'être malades, notamment, et qui ne veulent vraiment pas avoir recours à des soins, par exemple, parce que ils vont avoir peur de passer en chimiothérapie ou des choses comme ça, vous voyez bien, hein. Donc, on voit ça souvent chez les personnes âgées. Je vais bien, je n'ai pas besoin d'aller chez le docteur. La deuxième raison pour la non-perception du besoin de soins, eh bien, tout simplement les addictions. Forcément, quand vous êtes tout le temps dans un état, on va dire, second, vous ne percevez pas vos difficultés de santé, tout en sachant que déjà l'addiction en soi nécessite des soins. Donc, il n'y a pas la perception des symptômes. Deuxième raison, c'est l'absence d'intention de consulter malgré le constat d'un désordre physique ou psychique. Alors là, plein de pistes. La première, les normes sociales et familiales. Comme exemple, on peut parler des témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une forme de religion dans laquelle on refuse les soins. Donc ça, voilà, quand on appartient aux témoins de Jéhovah, on ne recourt pas au système de santé. La deuxième, le brouillage des pistes. C'est le petit dessin là que je vous ai mis, le labyrinthe. Imaginez papy ou mamie à qui on prescrit un examen de santé. C'est pas facile de s'y retrouver et le système de santé en France est quand même particulièrement complexe et peut donner lieu à des renoncements ou des non-recours aux soins. La troisième, la crainte des conséquences de la consultation. Ben oui, pas facile, hein. Des fois, on a des symptômes. Est-ce que vraiment on a envie d'aller voir un docteur, sachant qu'on a par exemple tous les symptômes d'un cancer? Ça peut être aussi une cause de non-recours. La quatrième, la mise à distance des situations difficiles. C'est faire l'autruche. Je ne veux pas savoir, je veux rester très bien, je suis bien, tout va bien, je n'ai pas de problème. La quatrième, l'appréhension à se montrer faible. Vous savez qu'il y a des personnes qui veulent toujours paraître très très forts. Et la maladie, c'est une situation de faiblesse et ils sont en refus complet de se mettre dans cette situation. Et enfin, la dernière, c'est la défiance envers le système de santé. Et là, je ne vous explique pas, vous connaissez très bien, c'est les antivax par exemple.
les personnes qui ont refusé de se faire vacciner, les personnes qui ont refusé le pass vaccinal, les personnes qui estiment que le système de santé n'est pas digne de confiance. Défiance, c'est le contraire de confiance. Donc, si on ne fait pas confiance, eh bien, on ne va pas se faire soigner. Enfin, la dernière grande catégorie d'intention de consulter qui n'aboutit pas, ce sont les différents freins. On commence par les freins liés au système de santé et de protection sociale. Le non-recours aux droits, c'est tout simplement ne pas ouvrir ses droits à la protection sociale. Le frein financier, on l'a vu, c'est quand on n'a pas forcément les moyens d'assumer le reste à charge ou de bénéficier d'une assurance complémentaire pour prendre en charge ce reste à charge. Le refus de CMU. Alors la CMU, ça n'existe pas maintenant, c'est l'assurance complémentaire solidaire. Mais voilà, ce sont des gens qui ne veulent pas bénéficier d'une aide de l'État. Ils ne veulent pas être étiquetés comme, entre guillemets, des cas sociaux. Donc ils refusent de bénéficier de ce système. Ceci dit, ça les empêche de bénéficier des soins puisque mais ils ont beau refuser, s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas. Deuxième partie, les freins liés à la personne. La temporalité, eh bien, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'y aller, ça prend du temps. Alors ça, c'est encore plus fort quand on habite loin, hein, parce que bah, il faut compter le temps de trajet. On sait aussi quand on va chez le médecin, bah, on y passe un certain temps, surtout dans la salle d'attente. Ensuite, il y a la difficulté à se projeter, à s'organiser, à planifier. Donc là, ça va être plus pour des personnes qui sont en difficulté sociale, on va dire, des personnes qui n'arrivent pas à s'organiser dans la vie. Il y a beaucoup de gens comme ça, en fait, qui n'arrivent pas à prévoir un rendez-vous, à s'organiser, tout simplement. Il y a les difficultés à se mobiliser. Ben oui, si vous n'avez pas de voiture, si vous êtes en fauteuil roulant, il y a plein de choses comme ça aussi qui rentrent en compte. Et enfin, la fragilité des démarches. Eh bien là-dedans, on peut mettre par exemple tout ce qui est fracture numérique. Vous savez par exemple que pour prendre rendez-vous, bien souvent maintenant avec un professionnel de santé, il faut passer par des sites internet. Doctolib, hein, pour ne pas le citer, demandez à votre grand-mère de prendre rendez-vous sur Doctolib. Soit elle est super cool, soit c'est vraiment compliqué pour elle. Voilà, on en a terminé pour la correction de ces deux activités. Donc, je vais bientôt vous remettre des activités donc, pour vous présenter des dispositifs qui vont permettre justement de lutter contre les situations de non-recours et de renoncement aux soins. Donc on fera ça bientôt. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous travaillez régulièrement. Ça fait pas énormément de travail, mais ça nous permet de ne pas faire un fossé de 3 semaines dans l'avancement de notre programme. Prenez bien soin de vous. À bientôt.